Bonjour, bonjour, bon début de semaine les gars. Comment vous allez? Voilà, c'est toujours votre serviteur qui revient avec des questions de société. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à un domaine de la vie qui semble ne pas attirer notre attention, mais qui pourtant détruit beaucoup de vies, qui pourtant détruit beaucoup de personnes, qui pourtant trompe beaucoup de personnes, qui pourtant trompe beaucoup de vies. Donc je vais m'attaquer à la question du salaire, à la question du salaire et de son augmentation, à la question du salaire et tout ce qui est lié au travail salarial. Voilà. En fait, ce direct fait suite à une discussion que j'ai eue hier avec certains de mes amis après la réunion, où justement ils nous disaient que on a augmenté les salaires des fonctionnaires, on a augmenté les salaires des entreprises, on a augmenté les salaires de ci et de ça. Ils me disaient que si on augmentait peut-être de 20% les salaires des fonctionnaires camerounais, les choses allaient s'améliorer dans leur vie. C'était un groupe de fonctionnaires, d'enseignants et de fonctionnaires en fait du ministère des Finances et des enseignants. C'était mes amis, on était à une réunion. Alors 20% de salaire peut-être pour quelqu'un qui touche 100 000, si on augmente 20%, ça lui fait 120 000. Pour quelqu'un qui touche 200 000, si on augmente 20%, ça lui fait 240 000. Et puis ils m'ont dit que si on augmente de 20% les salaires, les choses vont s'améliorer. J'ai attiré leur attention sur quelque chose qui semble échapper à leur attention. C'est qu'on n'augmente pas en réalité les salaires dans la vie. Ce n'est pas une affaire seulement du Cameroun, pas d'Afrique, pas du monde seulement. C'est une affaire d'humanité. On n'a jamais augmenté les salaires. Alors je me suis posé la question premièrement de savoir le pourquoi, même dans une entreprise, lorsque les gens ont des promotions et que leur salaire augmente entre guillemets, leur vie ne change pas en réalité sur le plan personnel, sur le plan des réalisations, sur le plan familial. Et que lorsqu'on commence un emploi avec un salaire de 60 000 francs à la base, même le jour où on nous paye 150 000 francs, il semble que nous avons les mêmes problèmes. Alors comment ça se passe pour que je vous dise qu'on n'augmente jamais les salaires? Il y a de cela 10 ans en arrière, lorsqu'un fonctionnaire touchait 150 000 francs à la fin du mois, après avoir travaillé durant 30 jours, il sortait 12 500 francs dans les 150 000 francs pour acheter un sac de riz. Et sur ces 150 000 francs, il lui restait 138 000 francs. Donc après avoir travaillé 30 jours, il achetait un sac de riz à 12 500 francs pour tenir le mois d'après. Et il lui restait 138 000 francs qu'il pouvait utiliser autrement. Alors, aujourd'hui, le fonctionnaire peut-être de 150 000 francs touche désormais 160 000 francs. Il touche 160 000 francs. Ça veut dire qu'on a augmenté son salaire de 10 000 francs. Disons même on a augmenté de 15%, de 20% même. Donc on a augmenté son salaire de 30 000 francs. Il est passé de 150 000 francs à 180 000 francs. Alors lorsqu'on est passé dans une entreprise de 150 000 francs à 180 000 francs, on jubile, on a comme l'impression qu'on connaît une promotion au sein de l'entreprise, ce qui est peut-être vrai. Alors sauf que ce que nous ne nous rendons pas compte, c'est qu'on nous payait 150 000 francs. Et dans les 150 000 francs, on achetait un sac de riz à 12 000 francs. On louait un studio moderne à 30 000 francs. Et on payait la scolarité de son enfant au collège à 60 000 francs. Aujourd'hui, on nous paye 180 000 francs. Dans les 180 000 francs, on achète un sac de riz à 25 000 francs. Donc le sac de riz est parti de 12 500 francs à 25 000 francs. Donc on a connu une augmentation de 12 500 francs. Donc le riz a connu une augmentation en fait de 100%. Donc c'est passé de 100%. Donc c'est passé de 12 500 francs à 25 000 francs directement. Ça fait donc que le gars qui prenait 150 000 francs et achetait les riz à 12 500 francs pour épargner 138 000 francs, 137 500 francs, désormais doit acheter le riz à 25 000 et ne peut épargner que 125 000 francs. Pourtant son salaire n'a augmenté que de 30 000.
Mais on a déjà coupé 12 500 francs de les 30 000 francs pour augmenter sur le sac de riz. Le studio que nous avons loué en 2006 à 30 000 francs, aujourd'hui coûte 60 000 francs. Donc en fait, on a augmenté 30 000 francs également sur la location. Ça fait donc que le gars qui touchait 150 000 francs et donnait 30 000 francs pour sa location, aujourd'hui donne 60 000 francs. Comme il touche 180 000, il s'est dit qu'il a connu une promotion. Ça veut dire qu'il a augmenté 12 500 francs sur le riz. Il a augmenté 30 000 francs sur la location pour garder le même standard. Ça fait qu'il est déjà à 42 500 francs de plus de dépenses mensuelles. Pourtant, on a augmenté son salaire que de 30 000 francs. Et il danse partout qu'il a connu une promotion dans son entreprise. Je ne peux pas encore parler du cube, je ne vais pas parler de l'huile, je ne vais pas parler du transport. Parce qu'on partait de Ndokpasi pour Nkululu hier à 400 francs le bâchement. Le bâchement à 400 francs. Aujourd'hui, le bâchement, c'est 600 francs. Alors, le Besquideur pense en fait que les choses vont mieux parce qu'il est passé de 400 francs à ses clients à 600 francs. Sauf qu'il a oublié que le carburant coûtait 500 et aujourd'hui, il achète à 600, voire plus. Donc, vous voyez que le gars qui touchait 150 000 francs en 2005, aujourd'hui, il ne touche plus 150 000 francs, il touche 180 000 francs. Mais le gars pense qu'il a connu une promotion, non? En fait, le gars est arnaqué. On est en train de voler le gars. L'électricité a augmenté. Le gars pense qu'il touche, il voit seulement les 30 000 francs de plus. Pourtant, on a augmenté l'électricité. Le collège ne coûte plus 60 000 francs quelque part à Douala, à moins que ce soit des collèges périphériques. Mais le collège de 60 000 francs en 2005, en 2010, coûte aujourd'hui au moins 90 000 francs. Donc, en fait, on n'augmente pas les salaires. Alors, les gens qui disent qu'on augmente le salaire ne pouvaient dire que si l'augmentation du salaire a augmenté quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire que si à la base, on te paye 150 000 francs dans une entreprise et que tu loues une chambre, un salon avec une douche et une cuisine, pour que tu saches qu'on a augmenté ton salaire, il va falloir que tu partes louer un appartement. Donc 2 chambres, salon, douche, cuisine. Là, je saurais qu'on a augmenté ton salaire. Pour que tu saches qu'on a augmenté ton salaire, il va falloir que tu enlèves ton enfant dans le collège du quartier où on paye 70 000 francs pour aller aussi l'inscrire à Chevreul ou à Liberman. Là, je saurais qu'on a augmenté ton salaire. Pour que tu saches qu'on a augmenté ton salaire, il va falloir que tu vendes la voiture que tu avais, que tu allais au travail, qui se faisait cruc. Et tu achètes une berline de 12 millions de francs pour aller au travail. Là, je saurais qu'on a augmenté ton salaire. Alors, les patrons nous en fument. Ils nous emmerdent. Les gars nous niquent avec cette histoire d'augmentation de salaire. Après 3 ans de service, on augmente 5 000, on augmente 10 000. Et tu as comme l'impression que ta vie évolue. Sauf que ce que tu ne t'en rends pas compte, c'est que tu as commencé à travailler dans une entreprise, tu avais 25 ans, après tes études. Bon, moi j'avais commencé, j'avais 21 ans, puisque j'ai fait la soutenance à 22 ans, oui. J'avais 22 ans. Alors, c'était en 2010. Alors, jusqu'en 2013, ça fait 3 ans. Je suis toujours dans une chambre, je loue toujours une chambre. Et je dis que, ok. Donc je bosse 3 ans, je loue toujours une chambre. Pourtant, on est parti de 40 000, 60 000, 70 000, 100 000, 120 000. Sauf que jusque-là, avec 120 000 francs, tu ne peux pas louer un studio moderne dans un cadre de 60 000 francs comme on loue ailleurs. Tes 120 000, tu auras donné la moitié. Et j'ai commencé à réfléchir que, ben, le boss augmente mon salaire, mais comment je n'évolue pas? Alors, je me suis rendu compte que c'est au fur et à mesure que le coût de vie augmente, que les entreprises augmentent des salaires et adaptent ça au coût de vie. Mais les qui augmentent le coût de vie, c'est encore les mêmes entreprises. Parce que tu travailles dans une entreprise où on fabrique le riz. Le gars te paye 80 000 le mois. Il vend son riz à 10 000 le sac. Demain, il vend son riz à 20 000, il te paye 90 000, tu dis qu'il a augmenté ton salaire. Mais il a juste augmenté 10 000 que tu vas mettre sur le sac de riz là, au quartier. Donc en fait, tu restes sur place. C'est pour ça qu'il est difficile pour un ouvrier d'évoluer. C'est pour ça qu'il est difficile pour un ouvrier d'évoluer. C'est pour ça que les ouvriers évoluent difficilement. Ce n'est pas en fait parce qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas parce que le salaire est mauvais. C'est que le gars, à un moment donné, commence à croire qu'il est en train de connaître une ascension sociale au sein de son entreprise, qui grandit. Alors, on te passe parfois d'ouvrier à 4. Là encore, c'est grave. Moi, j'étais devenu 4.
Bon, quand j'étais devenu cadre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était même pas au Cameroun. Au début, moi, j'étais ouvrier, je dépannais leurs ordinateurs, je tissais les fils électriques, j'accompagnais souvent le patron avec son matériel de reportage, je venais faire les montages vidéo de ses spots et ainsi de suite, ses documentaires, ses discours. Et puis, on me payait. Là, j'étais ouvrier. Et vu que j'étais très dynamique, le boss dit alors que oui, voilà, tu vas être directeur technique de l'entreprise ici, là. Le gars me nomme directeur technique. Mon salaire était x2. x2. Alors, quand j'étais ouvrier, je louais dans une cité en Carabote, quelque part, dans un pays là. Une cité là en planche. Et j'habitais avec la plupart de mes collègues et les voisins du lieu de service. On était là dans notre cité en Carabote. Le soir, on buvait nos bières, on faisait nos commentaires. Mais les gars m'ont démarqué et ils m'ont mis 4. Désormais, j'arrive en veste, je suis chaud, et je porte la voiture de service, je marche avec. Alors, pour que tu dictes l'ouvrier à l'entreprise, pour que tu commandes, il ne va pas falloir que tu commandes et puis le matin, c'est le même bailleur qui vient vous réclamer le même montant d'argent et que vous n'avez pas. Du coup, j'ai déménagé de ma chambre que je payais à 50 000 francs. Je suis allé prendre une chambre, un salon que je payais à 80 000 francs CFA. Vous voyez comment on m'a piégé? Ça dit que j'ai augmenté directement environ 35 000 francs sur ma location. Les 35 000 francs constituent déjà 50% de l'augmentation de salaire qu'on m'a fait. 50% d'augmentation de salaire qu'on m'a fait. Donc, en fait, les gars m'ont augmenté le salaire et m'ont obligé à aller dépenser. Alors, ceux qui sont bailleurs, c'est ceux qui ont l'argent. Je porte la voiture de service, je mets encore le carburant. Une partie doit acheter les vestes avec pour être au chaud avant d'aller au travail. Et quand tu appelles boss cadre, tu dépenses. Je me suis retrouvé après que nous ayons tous démissionné ou qu'on décide de partir de l'entreprise. Je me suis retrouvé au chantier avec les mêmes gens que je commandais. On était en train de faire la peinture dans un autre chantier pour avoir de quoi manger. Nous tous, on faisait la peinture. C'est pourquoi à la retraite, il n'y a plus une différence entre un ouvrier et un cadre d'entreprise à la retraite. Sauf si le cadre, au moment de sa cadriture, avait conçu les appartements. La seule différence entre le cadre et l'ouvrier à la retraite est que le cadre dit souvent que c'est moi qui étais directeur technique de telle entreprise. Mon petit, tu me connais? Moi, je suis directeur technique de Sosarsar. Donne-moi une bière là-bas, dis donc. Mon petit, tu payes, tu ne me connais pas. Nous avons bossé dans ce pays, on a fait de grandes choses. C'est ça le discours du cadre à la retraite, 65 ans là. Bon, l'ouvrier, lui, ne parle pas trop, parce qu'il n'a même jamais été. Donc, lui digère même plus facilement que le patron, que le cadre. Nous devons alors faire attention lorsque nous construisons notre vie, les gars. Je ne vous parle pas des expériences des gens, je vous parle de mes propres expériences. Parce que quand je parle, les gens disent que mais sénateur, tu mérites d'être un bon coach en développement personnel. Je dis non, je partage toujours ma vie avec les gens. Je ne parle pas de la vie des autres, je ne lis pas les livres de développement personnel. À chaque fois que je suis face à une situation, j'observe et puis je dis que mais pourquoi les gens ne tirent pas des leçons? Donc on n'augmente pas nos salaires en fait, dans des entreprises, dans la fonction publique. On n'augmente pas nos salaires. Les gars adaptent notre revenu mensuel à la condition de vie qu'eux-mêmes y créent. Parce que celui qui fabrique le cube connaît bien celui qui fabrique le riz. Celui qui fabrique le riz connaît bien celui qui perçoit l'impôt. Donc celui qui perçoit l'impôt connaît aussi celui qui fabrique le cube. Celui qui fabrique le riz connaît bien celui qui donne l'électricité. Il connaît bien celui qui donne l'eau. Parce que c'est entre eux les patrons. Donc les gars eux-mêmes régulent la société. Eux-mêmes, ils régulent la société en fonction de leurs objectifs économiques. On peut décider dès demain matin 6 heures qu'on augmente le salaire de tous les Camerounais à 100%. Tout le monde, même dans le secteur privé, même dans le secteur informel. Donc on dit que même la ménagère qu'on paye 25 000 à la maison, on va payer 50 000. On peut décider de le faire dès demain matin. Mais ça ne change rien dans vos vies. Donc après avoir augmenté vos salaires, mon ami Aman Nuntak va désormais toucher 400 000. Si on décide d'augmenter les salaires à 100%, Aman Nuntak a 400 000 désormais. Alors dès qu'on augmente, vous jubilez, vous dites waouh, quel joli gouvernement, enfin Paul Biya a compris nos problèmes. Les gars tiennent dans les réunions avec les patrons d'entreprise. Et puis on va au port. On dit que le conteneur qu'on dédouanait à 500 000 là, c'est désormais un bâton. Donc ce conteneur qu'on dédouanait à 500 000 devient un bâton. Le riz qui est dedans qu'on devait vendre à 25 000 là, le gars vend lui à 40 000.
Il a augmenté 15 000. On coupe ça sur votre salaire. Vous voyez? Et puis on dit, bon, on va payer les impôts sur la maison. On va augmenter l'impôt sur la maison. Désormais, les bailleurs doivent donner 25% des frais de location à l'État. Et puis ça, c'est le bailleur. Ah, mais le gars qui louait son studio moderne en Banga Pongo à 35 000, va dire que lui loue ces histoires-là maintenant qu'à 45 000, on augmente 10 000. Là encore, on prélève ça sur ton salaire de 100% là. Et puis on dit, bon, les agents de voyage là, on ne les taxe même pas bien, ils font tous les accélérer sur les Camerounais. Bon, désormais, il y a une taxe spéciale pour les agences de voyage. Bon, Douala Yaoundé devient encore 5 000. Vous payez toujours dans vos 100%. C'est pour ça que ne croyez jamais qu'une augmentation de salaire change votre situation. Ça vous noie davantage. Ça vous noie davantage. Maintenant, comment faire? Comment faire, les gars? Parce que c'est la question. Après qu'on ait su ça, comment faire alors pour ne plus être dans ce piège-là? Vous voyez que tu as un grand frère qui travaille dans une entreprise depuis 20 ans. Donc, quand tu étais à l'école primaire, on disait, ah, ton grand frère travaille dans la société telle. Tu es allé au lycée, le grand frère travaille dans la société telle. Tu es allé à l'université, le grand frère travaille dans la société telle. Mais le grand frère a tous les mêmes problèmes. Qui a dit au village, il prête toujours l'argent à la réunion, il part avant de rembourser. On chasse tout son enfant avant qu'il paye la pension. C'est quand la femme pour avoir l'argent pour aller faire les tresses doit d'abord bavarder même 4 jours. Ça, c'est depuis 2002. Hein. Pourtant, il travaille. Pourtant, en 2002, lorsqu'il arrivait à l'entreprise, on payait 60 000. Et aujourd'hui, on paye le grand frère là 180 000. Mais le grand frère là n'a pas changé. Le grand frère là a les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que le patron juge aussi la responsabilité. Vous allez voir que les patrons recrutent dans certaines entreprises, ils précisent bien qu'ils veulent les célibataires. Donc, quelqu'un recrute en disant qu'il veut recruter qu'un célibataire. C'est que le gars ne veut même pas recruter quelqu'un qui a les charges. De peur que tes charges deviennent source de pression. Et quand il y a la pression dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle la tension. Ça crée la tension. La pression crée la tension. Et la tension au sein des ouvriers impacte sur la productivité et l'évolution de l'entreprise. Les psychosociologues d'organisations en milieu groupal en savent mieux. Donc, le patron dit, je veux un gars qui est célibataire, il veut recruter un célibataire, il veut recruter une fille célibataire. Et quand tu as ton patron que tu vas te marier, bon, il dit, vous n'êtes que 2. Mais quand tu fais un enfant, le gars augmente 10 000. Tu fais 2 enfants, le gars augmente 10 000. Tu fais 3 enfants, le gars augmente 10 000. Mais est-ce que tu augmentes 10 000 quand tu as fait un enfant là? Est-ce que tu peux gérer un enfant à 10 000 le mois? Non, elle ne va pas manger 10 000 le mois. 10 000 petits pour gérer un enfant le mois. Parce qu'en 12 mois, on a 220 000 pour l'enfant. Pourtant, il y a son école, il y a ses vêtements, il y a ses médicaments, il y a sa nutrition. Donc, il y a tout ça que tu dois acheter à l'enfant. Mais le patron augmente 10 000. Et tu dis, ouais, mon patron, là, il comprend bien les problèmes de ses ouvriers. À chaque fois que tu accouches un enfant, il augmente 10 000 sur ton salaire. Non, les gars nous noient, en fait. Alors, vous allez vous en rendre compte que quelqu'un qui une société devient milliardaire en quelques temps. Alors, comment quelqu'un peut créer une entreprise? Tu t'es lancé avec lui. Donc, c'est avec lui que tu as démarré le projet. Il a conçu les bâtiments devant toi. Il a installé l'équipement devant toi. Il t'a recruté, il a recruté les autres devant toi. Il a vendu le premier produit devant toi. Il a vendu le 10e devant toi. Et après, il a fait le milliard devant toi. Ton cerveau ne marche pas. Ton cerveau doit marcher à ce moment-là. Sinon, c'est que tu n'es pas en train de vivre. C'est que tu vivotes sur la terre. C'est que tu vivotes. Donc, quand nous sommes ouvriers, soit les patrons doivent nous payer normalement, de telle sorte que nous soyons capables d'utiliser le salaire d'ouvrier pour acheter un terrain titré, construire une maison bien, envoyer nos enfants aussi dans de vraies universités, qu'ils obtiennent aussi des vrais diplômes et qu'ils partent aussi faire de vrais projets. Soit nous allons travailler avec nos patrons là en leur rappelant que nous allons partir demain, faire pour nous-mêmes. Alors quand vous voyez dans notre pays pour savoir que c'est pourri, c'est que tu vois les docteurs qui greffent parce qu'ils veulent qu'on les recrute dans les universités, qu'on les paye 300 000. Alors, docteur, ça veut dire que tu as fait la recherche. Donc, tu peux chercher. Alors, si tu es docteur et tu grèves parce que tu veux qu'on te recrute dans l'université pour que tu aies 300 000, ça veut dire que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Donc, le doctorat de recherche est un doctorat à problème. C'est un doctorat à problème. Puis que doctorat, ça veut dire quand même que tu as fait quelques années de recherche. Déjà, tu as pris un master recherche. Après, tu as fait des recherches, là, tu as fait une thèse. Alors, ce que tu as mis dans ta thèse, là, ne peut pas produire de l'argent. Mais ça ne peut pas produire de l'argent, c'est que ça pose un problème. Ce qui est dans ta thèse, là.
Tu vois quand les docteurs grèvent, ils rient seulement. Les docteurs qui grèvent. Pour les recruter, on les paye 300 000. Donc, tu as fait 7 ans à l'école primaire, 7 ans au secondaire, 7 ans au supérieur, ça fait 21 ans. Donc, si tu n'as pas échoué. Donc, tu as fait 21 ans pour qu'on te paye 300 000, mon frère. Donc, tu as travaillé, tu as étudié, tu t'es assis pendant 21 ans de ta vie. 21 ans pour qu'on te paye 300 000. Non, il y a problème. Il y a problème. Alors, les patrons ont compris. Et quand ils ont compris, ils ont orienté toutes les écoles vers les écoles de formation professionnelle. Eux-mêmes, mais pas que ce sont eux-mêmes qui travaillent les gouvernements, c'est entre eux. C'est à vous, le peuple, d'ouvrir votre cerveau et de comprendre que la société vous nique. Que la société économique vous nique. Vous voyez aujourd'hui comment on bouscule pour demander le vaccin du corona, non? On ne sait même plus ce que c'est que le corona, on veut seulement le vaccin. Donc, en fait, tu t'assois 21 ans sur les bancs. Première section, deuxième section, grande section, SIL, CP, CP1, CE, CE1, CE2, CM, CM1-2, et ainsi de suite. Pour après, on te paye 300 000. Et tu greffes pour demander ça. Tu es docteur, donc tu es ingénieur. Dans le mot ingénieur, il y a le mot génie. Il y a le nom là, génie. Dans ingénieur, il y a génie. Donc ingénieur, exploitant de génie. Alors, donc, tu es ingénieur, donc tu es exploitant de génie. Mais comment ton génie ne te donne pas alors le travail? Vraiment, les gars nous prennent pour des cons, quoi. Ce qui est bien, c'est que nous nous plaisons dans la connerie. Donc, tu es ingénieur, génie. Mais le génie ne te donne pas le travail, comment? Puis comme ça que le génie même crée même l'argent. Quand on dit qu'il y a un génie qui va venir nous sauver, le génie c'est quelqu'un qui est doté des pouvoirs même surnaturels. Des pouvoirs au-delà de la réalité. Mais comment les ingénieurs d'autres, les gens dotés de génie, ne trouvent pas du travail? Comment un génie peut dire j'ai l'honneur? Un génie. Alors je me suis dit qu'il faut que dans la nouvelle République, qu'on adapte l'école à la créativité. Il faut que dans la nouvelle République, on adapte. Dans mon livre, j'ai un livre ici, là, un de mes livres, là, Afrique Ombre. Je pense qu'il y a un chapitre, adapté à... Un chapitre, les paradoxes nègres... Il y a un chapitre où je dis, oh, est-ce que moi je vais trouver le chapitre rapidement là? Bref, le livre est là. Je pense qu'on avait déjà vendu tout le premier stock de 5000 livres imprimés. Et on prépare une prochaine impression de ces livres. Donc ce n'est plus disponible ni à Paris, ni à Yaoundé, ni à Douala. On prépare une prochaine impression d'ici le mois de mai. On va faire 10 000. En effet, quand j'observe notre environnement, et puis je vois les souffrances des gens, je me dis que, comment des gens peuvent autant fréquenter, comment ils peuvent autant faire l'école, et manquer de quoi manger. Et quand tu demandes le travail, on te donne. Au lieu de lutter pour qu'on commence à calculer tes dépenses afin de te donner un salaire, tu luttes pour qu'on augmente ton salaire. Écoute bien. Parce qu'il y a une différence entre te donner un salaire adapté à tes dépenses et une augmentation de salaire. Parce que quand on te paye 80 000 francs dans un pays comme le Cameroun, tu luttes pour l'augmentation de salaire. Dès qu'on dit on a augmenté 20 000 francs dessus, tu jubiles. 20 000 francs. Pourtant, en augmentant 20 000 francs sur ton salaire, on a augmenté 12 500 francs sur le kilogramme de riz. On a augmenté 20 000 francs sur le loyer. On a augmenté 100 francs sur le carburant. On a augmenté 10 000 francs sur l'argent sur les frais de scolarité. On a augmenté 500 francs sur le carton de cube. On a augmenté 500 francs sur le carton de savon. En fait, ce qu'on a augmenté sur ton salaire là n'atteint pas la moitié de ce qu'on a augmenté sur les denrées alimentaires dont tu as besoin pour survivre afin de travailler. Donc, on doit adapter la nouvelle école. Parce que dans une société où
les docteurs et les ingénieurs grèvent pour qu'on leur donne le travail, il va falloir qu'on change totalement de paradigme éducationnel. Qu'on change de paradigme et qu'on initie les enfants à la critique. Qu'on les initie à la critique, à la remise en cause de tout ce qui est établi. Parce que c'est par là qu'on commence le développement, de la réflexion. La critique ici, c'est la critique de tout. Ce n'est pas seulement la critique du salaire. Ce n'est pas la critique de la gouvernance. Ce n'est pas la critique de la pratique politique. Ce n'est pas la critique, c'est la critique de tout ce qui englobe l'humanité. Quand tu ne commences pas à tout critiquer, à tout remettre en cause, à tout analyser, à porter une critique sur tout, à porter une réflexion sur tous les aspects de la vie, tu passes tout ton temps à demander une augmentation de salaire. Tu passes tout ton temps à demander l'augmentation de salaire. Pourtant, quand tu t'inities à la critique, quand tu inities les enfants à la critique, quand on initie les citoyens d'un peuple à la critique, quand les patrons vont s'en rendre compte que tout le monde veut créer une entreprise, ils vont commencer à bien payer les employés. Je dis bien, quand les patrons vont s'en rendre compte que tous les cadres de leur société veulent démissionner pour aller créer leur part d'entreprise, ils vont commencer à bien payer les cadres là. Mais quand les cadres vont tous se montrer soumis, incapables de créer, mais de respecter les ordres du patron afin d'être payés le jour J, les patrons vont manquer le respect aux employés. C'est un principe. Il n'y a pas de plénichement à faire. C'est pour ça que je dis, les gars, ouvrons nos cerveaux, mettons nos cerveaux en contribution pour faire des choses. La vie, elle est courte. Mais nous devons aller au-delà de ce que les gens nous apprennent. Nous devons aller au-delà de ce que les gens ont installé comme cadre de la société, comme plan, comme aménagement de la société, pour trouver quelque chose qui sied à notre propre bonheur. Et pour le faire, il faut se varder, il faut se déchaîner, il faut se déchirer, il faut contester, il faut refuser, il faut critiquer. Il faut questionner, il faut évaluer. Nous devons le faire. Sinon, nous allons demeurer locataires, nous allons tout nous bâcher derrière les bains séquins, nous allons demeurer ouvriers, on va tout prêter l'argent pour aller soigner notre maman, prêter l'argent lorsqu'on est malade, prêter l'argent, emprunter autant pour moi. Nous allons toujours être la risée de la société. Et quand quelqu'un est déjà à ce niveau, pour savoir donc que le viol a fait jouir la victime, tu entends dire, si tout le monde est cadre, qui sera donc ouvrier? Si tout le monde a la voiture, qui sera donc chauffeur? Si tout le monde est patron, qui sera donc ménagère? Si tout le monde est ministre, qui sera donc garde de corps? Quand quelqu'un te dit déjà ça, ça veut dire que le viol a fait jouir la victime. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. On n'a jamais augmenté nos salaires. Les gars adaptent nos salaires aux difficultés qu'ils nous créent eux-mêmes. Les mêmes gars qui te vendent le riz à 12 000, c'est le gars chez qui tu travailles. Quand il augmente 10 000 sur ton riz, il vend son riz à 22 000, il récupère encore ses 10 000. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On entretient la misère dans une cité. Parce qu'on sait qu'un peuple misérable est un peuple attentiste. Et lorsqu'on devient attentiste, lorsqu'on sait que Jésus va venir nous sauver, il va revenir, on l'attend. Mon grand-père attend, ma mère attend, moi j'attends, mon enfant attend, mon petit-fils va attendre. Et quand on devient attentiste, quand on sait qu'on va mourir, aller niquer 72 vierges quelque part. Quand on sait qu'on va mourir, aller dans un paradis où il fait beau, on ne travaille pas. On perd tout son honneur sur la terre. On perd tout son honneur sur la terre. Pourtant, lorsqu'on sait qu'on doit bâtir sa communauté, on doit bâtir sa nation, on doit bâtir son continent,
On doit bâtir sa famille. On oublie d'abord ce qui va se passer après la mort là. On oublie les choses que les gens nous racontent là. On bosse. On ouvre ça. On bosse. On bosse. Quand dans un pays, les docteurs grèvent parce qu'ils veulent du boulot. Les ingénieurs grèvent parce qu'ils veulent du boulot. Il y a problème. Dans la Nouvelle République, on doit éviter ce genre de tragédie. On doit savoir que dans le mot ingénieur, il y a génie. Génie. Quand on dit que tu es un génie, là, c'est pas pour que tu as demandé le boulot, mec. Quand on dit que tu es docteur, docteur tel, docteur Fautine Zonzou. Mais on ne peut pas m'appeler docteur Fautine Zonzou et demander le travail. Pourquoi je dis docteur Fautine Zonzou et demande le boulot? Docteur Fautine Zonzou. Peut-être que je serai docteur un jour, qui sait. Même docteur honoris causas. Mais on va dire docteur, tu demandes le travail. Pas taper monsieur l'ingénieur, tu es dehors, tu dis à Bergman, recrute-moi. Voilà, je suis ingénieur en travaux publics, je suis ingénieur en agriculture, je suis ingénieur en froid et climatisation, je suis ingénieur en plomberie, je suis ingénieur en électricité, je suis ingénieur en BTP, je suis ingénieur en biochimie, je suis ingénieur en agroalimentaire, mais tu demandes le boulot. Ok. Un ingénieur qui n'a pas de génie, mon frère, non. Mais nous devons arrêter ça. Donc ce matin, je suis juste venu attirer votre attention sur le fait que vous pensez qu'on a un jour augmenté vos salaires. Mais vous allez vous en rendre compte que depuis qu'on a augmenté vos salaires, rien n'a changé dans votre vie. Vous avez 25 ans. Quand vous commenciez le boulot, vous allez pas à pas, 80 000, après 100 000, après 150 000, après 200 000. Mais vous achetez tout votre terrain dans le marécage. Pourtant, vous êtes ingénieur. Mais le génie, alors? Le génie n'est pas permis de comprendre que ce que le patron t'a donné, il a soutiré ça au quartier. Donc, le gars te donne un salaire. Tu travailles chez quelqu'un, il fabrique le riz. Je prends le terre à terre pour qu'on comprenne. Tu travailles chez quelqu'un qui fabrique le riz. Il vend le sac de riz à 15 000 devant toi, il te paie 150 000. Demain, il t'augmente 20 000 sur ton salaire, 170 000, mais il te vend le sac de riz à 25 000. Mais il a soutiré à 10 000 sur les 20 000 qu'il a mis là. Après, il va prendre le reste dans le cuber, le savon, on a l'électricité, l'eau, le taxi. Comprenez bien. C'est pour ça qu'on devrait être ouvrier partiellement dans sa vie. Pas ouvrier éternel. On devrait être ouvrier partiellement, pas ouvrier éternel. Moi, je me dis que l'homme devrait travailler dans sa vie maximum 15 ans. Moi, j'ai fait 3 ans au Cameroun. Après 2 ans à l'étranger, ça fait 5 ans de ma vie qui est donnée aussi pour aider les autres à être riches. Alors, quand je dis ça, je demande, mais sénateur, est-ce que tu n'as pas d'employé? Vous me demandez à mes employés, ils vont vous dire comment on fonctionne. Toi, mais après 1 an avec moi, tu n'achètes pas le terrain, moi, je te chasse. Puis comment j'ai dit, mon frère, moi, tu pleures ta vie, tu m'accuses. Je suis un Bantou, je suis un Africain, je suis un Kamit. On n'exploite pas les autres pour évoluer. Tu peux gagner parce que tu as travaillé. Mais tu ne peux pas faire des autres tes esclaves pour évoluer. Tu peux gagner parce que tu as travaillé. Mais tu ne peux pas faire des gens tes esclaves pour évoluer. Donc vous devez travailler parce que vous voulez juste vous faire du capital. Et il y a une autre catégorie de personnes, qu'on a sacrifié leur vie. Le gars sort de l'école à 25 ans.
Il trouve le boulot à 27 ans. Dès qu'il travaille 6 mois, on lui donne une femme. C'est foutu, hein? C'est foutu, hein, mon frère? Donc, on ne te laisse même pas le temps de jouir de ton salaire. Tu prends ta go, tu mets à la maison. Tant qu'il y a l'amour, on peut surmonter tout. Vous êtes sûrs, les gars? Moi, je ne sais pas comment on est pauvre, on surmonte la pauvre. On surmonte la souffrance avec l'amour. Déjà, même quand je parle dans ma poche, quelqu'un me dit je t'aime. Sa tête m'énerve. Oh, ma chérie, tu manques qui? Je me dis que pour être heureux, il faut avoir un moyen d'accompagnement. Donc, le gars sort de l'école à 25 ans, 27 ans, 30 ans. Il décoche son premier boulot, 120 000. On lui donne une femme. Il va en location. Dans les 120 000, au lieu de consacrer à 50 000 pour la location, il reste 70 000. Il est même incapable de faire l'épargne de 30 000 par mois. Il y a des réalités dans chaque environnement. En Europe, il y a ce qu'on appelle le système social. Le système social, ça veut dire que les milliardaires occidentaux ont compris à un moment donné comment ils pouvaient faire pour calmer la grogne populaire afin de créer une société occidentale de consommation. Ils ont créé le système social, donc une façon de faire à ce que les riches et les pauvres ne soient pas, qu'il n'y ait pas une différence visible entre les riches et les pauvres dans la société. Ils ont donc fait à ce que chaque personne peut se soigner, chaque personne peut manger, chaque personne peut se loger, chaque personne peut se scolariser. Alors, dans un système social pareil, les paresseux peuvent travailler même pour le SMIC toute leur vie. Ils savent d'une manière ou d'une autre qu'ils vont manger. Mais nous sommes en Afrique, il n'y a pas de système social, c'est chacun pour soi. Donc la méthode éducationnelle, le paradigme, l'orientation de l'éducation en Afrique ne devait pas être une orientation occidentale. Dans la mesure où nos réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons une autre culture. Quand nous partons de chez nous, le Père nous dit que nous devons construire notre maison et loger notre famille. Alors tu vas partir de chez ton père, de chez ta mère avec pour projet de construire ta maison afin de loger ta famille. Et tu peux vivre une vie comme en Occident où les maisons sont déjà construites et que les gens louent seulement. Et quand tu ne parviens même pas à payer ta maison, il est difficile. On trouve très peu de personnes qui dorment dans la rue, même s'il y a quelques. Donc, nos réalités sont propres à nous. Les réalités occidentales sont propres à l'Occident. Donc la manière dont nous gérons notre vie est différente de la manière dont un occidental gère sa vie. Parce qu'un Français qui travaille, il est sûr que même s'il dépense tout son salaire, il est malade, il va à l'hôpital, on va le soigner. Il est sûr parce qu'il a l'assurance. Alors, combien de personnes chez vous ont l'assurance? Combien? Combien de Camerounais savent même ce que voudrait dire assurance maladie? Combien? Donc, vous ne pouvez pas adapter votre vie à celle des Occidentaux. Sous prétexte que non, je vois des gens, je demande à certaines personnes d'acheter un terrain, de construire leur maison, et ça, ils disent non, qu'on a l'argent, on doit le faire multiplier. Et après un jour, ils commencent à dire si, je savais. Mais là-bas, ils ont même l'assurance sur leurs entreprises. Donc là-bas, même quand tu crées une entreprise qui veut chuter, l'État t'aide à ce que ça ne chute pas. Chez nous, tu es en train de chuter, on dit paye l'impôt, mon ami, paye l'impôt. Paye d'abord l'impôt, après paye d'abord l'impôt. Vous voyez? Donc vous sortez de l'école à 25 ans. Après avoir épuisé toutes les économies de votre papa et de votre maman pour obtenir un BTS, une licence ou un master professionnel. Vous avez l'infirme chance que beaucoup de Camerounais n'ont pas à décrocher un boulot de 120 000. Vous travaillez 4 mois, vous prenez votre petite, vous mettez à la maison pour faire le mariage. Vous faites le mariage avec 120 000. Vous n'avez même pas encore commencé à donner 1000 francs à votre papa. Mais vous dites que votre vie va donner un jour. Comment? C'est pour ça que les gens travaillent n'importe comment, ils sont toujours stressés. Tu as déjà fait une femme. Tu as 27 ans.
120 000 par mois, tu as pris une femme. Vous partez maintenant d'habiter un studio moderne, vous payez 50 000, il reste 70 000. Tu accouches un enfant, 2 enfants dans le studio, 3 enfants dans le studio. Tout ce qui te reste à faire après avoir traversé cette étape, c'est de revendiquer qu'on augmente ton salaire. Mais quand on va augmenter 10 000 sur ton salaire, on va augmenter 10 000 sur le sac de riz. Tu vas rester sur place. C'est ce que je veux dire depuis là. C'est ce que je veux dire depuis là. C'est le message que je veux passer. Donc, quand tu es sorti de l'école et que tu as commencé à avoir ton premier salaire, mon gars, épargne ton argent. Épargne ton argent. Les 120 000 là. Considère-toi toujours comme un étudiant. Travaille. Loue encore une chambre en carabote même. Fais l'effort que chaque mois, c'est tes 120 000 là. Tu gardes au moins la moitié. Chaque mois. Fais-le pendant 1 an. Ça fait 60 000 fois 12. Tu as au moins 700 000. Utilise les 700 000 là. Tu peux faire le capital pour que le jour où tu épouses ta femme, elle commence à faire le marché. À défaut, épargne, tu achètes même le terrain, tu construis même un studio sur ça avant de te marier. À défaut. Mais quand tu as pris ton premier travail de 80 000 le mois et tu allais te marier là, tu as décidé de faire de ta vie le surplace. Tu as décidé de faire de ta vie le surplace. Et puis parfois, quand tu as 120 000 là, tu commences à voir tous les petits qui t'avaient barré là. Tu les montres que désormais tu n'es plus n'importe qui. Tu les invites, restaurant, boîte de nuit, snack bar, et ainsi de suite. Et c'est parfois à 35 ans que tu dis, hey, 35 ans, hey, 35 ans, hey. Si on double ça fois 2, ça fait 70 ans. J'aurai la canne. Yeah, 70 ans, je suis à foutre. Les gars, bon début de semaine à vous et surtout, restez positifs. On n'augmente jamais vos salaires. Battez-vous autrement.